Environ 17% des personnes aisées, excusez-moi, c'est la suite du repas. 70% à 84% des patients accompagnés pour une addiction alcool ou drogue illicite présentent un tabagisme. Alors, quand on voit ces réductions du taux de fumeurs, est-ce vraiment une réduction? Est-ce qu'en France, actuellement, vraiment, on est en train d'arrêter de fumer collectivement? Alors, j'attire votre attention sur les chiffres, et notamment des chiffres qui passent souvent inaperçus, parce qu'on ne parle que du taux des fumeurs. Le taux d'ex-fumeurs, comment dire, quand on allie ça à la prévalence du tabagisme quotidien chez les jeunes de 17 ans, eh bien, on se rend compte que ce tabagisme a fait plus que réduire de moitié en presque 10 ans. Et donc, la réduction du taux de fumeurs serait ainsi liée à la baisse d'entrée dans le tabagisme. En tout cas, je vous soumets cette réflexion. Je n'en ai pas la preuve, ça n'a pas été établi scientifiquement, mais on peut se poser la question. Et donc, le corollaire, c'est de nous demander quelle est l'efficacité réelle de nos prises en charge. Alors, tout d'abord, je voudrais parler des obstacles sociétaux au changement. Plusieurs chercheurs ont évoqué ces questions, notamment du tabagisme majoré chez les populations précaires, en disant que le déficit de motivation à l'arrêt du tabac est majoré par la précarité. Gérard Réac, qui est un médecin diabétologue, c'est compliqué de parler là-dedans, et chercheur, et qui était intervenu à Coréade il y a 2 ou 3 ans, estime que la motivation au changement suppose de pouvoir donner la priorité à l'avenir. Or, la difficulté à se projeter dans le futur maintient les fumeurs dans l'obtention d'effets immédiats. Donc ça, c'est important à prendre en compte. D'autres chercheurs confirment que ces motivations à l'arrêt diminuent quand le niveau socio-économique baisse. L'ex-président de la Fédération Addiction décrit la faible confiance des populations précaires dans leur capacité à cesser de fumer, et certains chercheurs parlent même d'enfermement dans l'addiction au tabac, en écho à l'enfermement dans leurs conditions de vie. Alors vous voyez qu'on est bien loin de la volonté ou pas de s'arrêter de fumer, on est vraiment dans quelque chose qui relève de la consommation contrainte. Il y a aussi des obstacles cérébraux au changement qui sont insuffisamment connus. Une force addictive majeure qui font du tabac l'addiction la plus ancrée parmi toutes les substances. Donc, vous le savez sans doute, l'addiction au tabac est plus forte que l'addiction à l'héroïne. Pour des questions de cinétique d'absorption, il n'y a pas plus rapide que l'arrivée de la substance au cerveau qu'est le tabac. L'héroïne, elle, met plus d'1 minute à arriver au cerveau. Le tabac, c'est 6 à 7 secondes. Et puis, et ça c'est insuffisamment connu, l'addiction au tabac s'accompagne de réelles modifications structurelles cérébrales, modifications qui s'aggravent avec les décennies de tabagisme.
Elle touche principalement le cortex préfrontal, qui est le lieu de la maîtrise de soi, mais aussi du contrôle des pulsions, et aussi le lieu de la prise de décision. Ce locus est altéré par la fumée de tabac, principalement par le CO, l'oxyde de carbone, et les hydrocarbures dégagés par la fumée. Il s'ensuit un syndrome amotivationnel et une apathie qui va à l'encontre du désir et de la possibilité surtout de changer. Il faut y ajouter l'inflammation systémique apportée par les 5000 toxiques de la fumée du tabac, qui abîment, soit dit en passant, la flore intestinale, ce qui contribue encore à l'inflammation systémique. Mais cette inflammation au niveau cérébral induit un état dépressif. Donc ça fait beaucoup de modifications qui génèrent un état contraire à la possibilité de changer. Il y a d'autres zones fragiles de l'humeur qui sont touchées, comme notamment la région qui permet la perception du plaisir, qui est également altérée, ou la région qui permet l'apprentissage de nouveaux comportements, notamment l'hippocampe, qui est également réduit à l'IRM. Quand je vous parle de modifications structurelles, c'est visible à l'IRM. Et puis, il y a des obstacles environnementaux au changement, et pas des moindres. Actuellement, c'est un peu le cheval de bataille de la Société francophone de tabacologie, avec notamment cette question quand même assez épineuse et assez incroyable en 2025 de la normalisation persistante de l'image du tabac à l'écran. Je ne sais pas si ça vous a... si vous vous êtes rendu compte de l'omniprésence du tabac à l'écran, de l'alcool aussi d'ailleurs. Mais il se trouve que la Ligue nationale contre le cancer avait produit un rapport très intéressant en 2021 montrant que plus de 90% des films récents, on ne parle pas du tout du tabagisme des années 50, plus de 90% des films entre 2015 et 2019 comportaient de la publicité pour le tabagisme à un niveau vraiment important, équivalent de plus de 6 spots publicitaires. Et ça induit des envies de fumer chez les fumeurs actuels et chez les ex-fumeurs, près des 3/4 ont envie, lors du visionnage de ces images, de reprendre le tabac. Autre obstacle, le peu de formation des professionnels, malgré les efforts intenses et réguliers de Coréade pour former tous les professionnels de santé en Nouvelle-Aquitaine. Bien, au niveau national, il y a quand même un déficit de formation. Pour ce qui est des patchs, vous savez que nous n'avons pas pu obtenir encore l'évolution des AMM et qu'actuellement, les patchs sont limités à 1 par jour, ce qui est notoirement insuffisant pour la plupart des gens addicts. La non-disponibilité des traitements validés, notamment l'arrêt de la commercialisation de la varénicline depuis plus de 3 ans, pour des questions de traces de nitrosamine, alors que ces traces existent dans bien d'autres médicaments antidiabétiques, antihypertenseurs, et que ça n'a posé de problème à personne. Rupture de stock des patchs dans les pharmacies régulièrement. La Haute Autorité de Santé qui a produit des recommandations maintenant qui datent de plus de 10 ans, alors elles sont en cours de révision. Je participe au groupe de travail sur cette réactualisation, mais force est de constater qu'on a pris 10 ou 11 ans dans la vue pour aider les professionnels à trouver les bonnes pratiques. Et puis, c'est vrai qu'il est question depuis 2018 de la possibilité qu'ont les nouveaux prescripteurs, donc infirmiers, kinés, médecins du travail, sages-femmes bien sûr, dentistes. Toutes ces personnes et ces professionnels ont la possibilité de prescrire, mais quid de la nomenclature, de la cotation des actes qui est normalement va avec.
Donc tout ça forme des obstacles environnementaux au changement. Donc beaucoup d'obstacles pour un fumeur qui pourrait être motivé à s'arrêter, mais qui ne le peut pas. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on va poursuivre. La dia suivante traite de la motivation à l'épreuve du tabagisme. Dans une étude qui portait sur un grand nombre de fumeurs à Bordeaux, nous avions entre autres établi qu'il y avait un gap, ça a été dit ce matin par Philippe, entre la motivation et le sentiment de capacité. Et cette étude avait montré que si 90% des patients présentent un très bon score de motivation, seulement 45% des patients présentent un très bon score de capacité. C'est intéressant à corréler avec l'avènement de la vape dans ce contexte. On voit que les dernières données de 2023 montrent qu'on est à 8,3% de vapotage actuel et 6% de la population qui vapote quotidiennement. Donc c'est non négligeable. Je vous passe toutes les associations qui sont en lien. Le site Je ne fume plus, qui est le plus grand site en fait de communautés de fumeurs, d'ex-fumeurs, de vapoteurs et qui échangent leurs expériences d'arrêt, de sevrage, de rechute, ou il faudrait dire de reprise. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et donc effectivement, la vape trouve sa place. D'ailleurs, l'utilisation est justement majorée chez les populations précaires avec ou avec pathologie mentale. Alors, dans les lieux de santé, on voit que, par exemple, le CEID, je crois avec l'apport de l'ARS, le soutien financier de l'ARS, avait réalisé une expérience en 2017-2018 de distribution de kits vape aux usagers accueillis au Carut de Plante-Rose à Bordeaux avec de très bons résultats. Peut-être que tu pourras en parler, Jean-Laurent. Et à l'hôpital du Bouscat, nos groupes d'info tabac ont été complétés en 2022 par des ateliers vape hebdomadaires animés par la Vape du Cœur, puis actuellement par les soignants du CEID de Bordeaux. Nous avons également un médiateur santé-père qui a été intégré dans notre service d'addictologie depuis 2023. Donc ça, c'est la réalité de terrain. Maintenant, on va évoquer rapidement, je vérifie l'heure, les controverses en cours. Alors, je ne vais pas prendre position, je vais juste décrire les controverses. Je ne souhaite pas entamer une polémique ici. On n'aurait pas le temps d'ailleurs. J'ai représenté les instances de santé sous la forme d'un médecin et les usagers et les avis contraires illustrés par l'usager. Mais il va de soi que des médecins sont extrêmement favorables et ont ces arguments, comme Philippe, que vous avez entendu ce matin, au sujet de la vape. Donc c'est très important d'entendre ce que disent les uns et ce que disent les autres. Les instances de santé disent souvent « les conséquences du vapotage au long cours ne sont pas connues ». Une dysimmunité, hypertension, fibrose, cancérogénicité, tout ça est accompagné de points d'interrogation. Il y a eu des publications là-dessus, mais qui le posent en question. Les usagers répondent, et une part de la communauté médicale, les conséquences du tabagisme, eux, sont tout à fait connues. La vape est 95% moins toxique et il faut vapoter pendant 1 an pour inhaler les équivalents toxiques d'1 jour de tabac, dit le professeur Dotzenberg. Ceux qui sont en faveur de la vape avance que la vape est bien plus efficace que les substituts nicotiniques pour arrêter de fumer. Et des études ont été publiées, comme la revue Cochrane 2022-2024. Mais ces études, disent d'autres professionnels, ont été réalisées avec un sous-dosage de patch, c'est-à-dire patch à l'AMM, 1 par jour. Et ce moyen de sevrage induit plus de rechute dans l'addiction au tabac, ce qui
peut s'entendre du fait du moyen d'administration de la nicotine, même si les shoots sont moins importants. Autre chose, parce que les controverses sont multiples, la vape est une porte d'entrée pour les jeunes vers le tabagisme. La vape, au contraire, est corollaire d'une réduction d'initiation au tabac. Qu'est-ce qu'on préfère? Que les jeunes entrent dans la vape ou entrent dans le tabac? Le Haut Conseil de santé publique a émis une hypothèse. Dans les pays à faible consommation, comme les USA, la vape serait plutôt une porte d'entrée dans le tabagisme, ce qui explique certaines prises de position aux États-Unis, l'OMS, etc., contre la vape. Dans les pays à faible consommation de tabac, comme la France, elle permettrait de représenter une alternative. Donc, bon, voilà. La vape doit rester un produit de consommation courante en libre accès, puisque c'est le premier moyen utilisé par la population. Et vous avez vu fleurir partout ces magasins de vape, ces revues, les expos annuels de la cigarette électronique. D'autres disent au contraire, il faut réguler son accès, car la vape continue de nourrir l'expansion de l'industrie du tabac, qui a racheté un certain nombre de brevets de vape. Et puis se pose le problème qui est venu sur la table d'intégration de l'industrie du tabac dans certains cours numériques dédiés aux professionnels de santé comme Medscape. Il y avait des liens d'intérêt avec des cigarettiers. La PEUF qui a donné lieu à un débat, on pourra en reparler tout à l'heure. La publicité qui revient dans les Formule 1 via les cigarettiers et des sociétés écrans. On en parlait, la publicité au cinéma. Et puis, vous savez, l'Ozempic, Philip Morris a inondé le marché américain de sachets de nicotine avec la revendication d'aider à perdre du poids. Et ça, c'est pas acceptable. Éthiquement, disent les instances, on ne peut pas cautionner une industrie mortifère. On répond, tout pour sortir du tabac. Éthiquement, on ne peut plus laisser mourir les gens en 2025 du tabac. Donc, vous voyez, voilà, tous ces arguments peuvent être entendus. On ne va pas trancher aujourd'hui, mais ça fait partie de débats qui, à ce jour, ne sont pas résolus. Et pour compliquer le jeu, les instances officielles ne tranchent pas. Vous voyez l'Agence nationale de sécurité du médicament qui était plutôt contre, puis l'Office français de prévention du tabagisme plutôt pour, puis l'OMS à nouveau contre, puis l'HAS ne pas recommander le recours à l'e-cigarette, mais ne pas décourager ceux qui l'utilisent déjà. L'Académie nationale de médecine, en mars 2015, favorisait l'émergence d'une cigarette médicament, d'une vape médicament. Le Haut Conseil de santé publique, en avril 2014, bof à la vape, mais en février 2016, ah si, quand même, ça serait pas mal. Et l'OMS, en juillet 2019, les cigarettes électroniques sont nocives et devront être régulées. Alors, merci. Alors, du coup, les sociétés d'expertise se sont mobilisées. Le Haut Conseil de santé publique a estimé que les preuves étaient insuffisantes pour proposer la vape, mais que la vape pourrait cependant être utilisée pour atteindre des publics vulnérables. La Fédération Addiction, là, a pris sa plume et a répondu tout de go, ok, c'est bien, c'est intéressant ce que vous dites, mais on aimerait que ça concerne tout le monde. Et en tant que professionnel, l'urgence, c'est d'accompagner les patients fumeurs. La SFT a essayé de constituer un consensus par méthode Delphi. On a trouvé 26 points de consensus. Je vous en cite quelques-uns. La vape a une place dans le sevrage tabagique.
les préconisations d'utilisation sont utiles, parce que ça, on ne l'a pas assez dit, on pourra en parler dans les questions-réponses. Idéalement, l'utilisation de la VAP doit être transitoire. Elle peut être recommandée pour les patients hospitalisés et elle devrait être accompagnée par les professionnels de santé. Tu diras si tu en vois d'autres, des préconisations. Ah oui, la HAS, moi je ne vais pas retourner en arrière, dans sa note de cadrage, veut faire un focus spécifique sur la VAP. Donc on espère qu'on va avancer là-dessus. Alors, je voudrais dire un mot sur une approche qui pourrait éclairer les débats, qui est l'approche par les capabilités. C'est un économiste, Amartya Sen, qui a développé ce concept et en tant qu'enjeu fort de justice sociale. Les capabilités, c'est les libertés réelles de mener une vie qu'on a des raisons de valoriser. Elles se déclinent à la fois en liberté-opportunité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder au choix. Et vous voyez que quand je vous ai dit tous les obstacles sociétaux, environnementaux, cérébraux, on peut se poser la question, réellement le fumeur a-t-il la liberté d'accéder au choix, de changer? Et puis la liberté processus, c'est une fois qu'il a trouvé quelqu'un pour l'accompagner, comment il fait pour parvenir à son objectif. Autrement dit, les droits formels inscrits sur le papier pourraient tout à fait différer des droits et libertés réelles incarnés dans le vécu concret des individus. Alors, en fait, ces libertés sont créées par la combinaison de compétences de la personne et du contexte sociétal et environnemental. Alors, comment la VAP vient s'insérer là-dedans? On parle donc d'environnement capacitant qui permet de transformer les libertés formelles en libertés réelles. Et la question qu'on doit se poser, c'est de quelles ressources et compétences les personnes disposent pour des droits et libertés effectives. Et on voit que la VAP est en bonne position pour ça, parce que l'accès aux soins en tabacologie n'est pas au point actuellement en France, versus accès à la VAP, qui est libre à ce jour, et les coûts financiers sont aussi très différents. La liberté processus, de quelles fonctionnalités disposent les usagers? Eh bien, vous voyez qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités, de liberté, d'arriver à leurs objectifs d'arrêter le tabac avec la VAP. Et donc, on doit s'interroger sur la capacité des dispositifs de soins à prendre en compte le point de vue des usagers. Quelles sont leurs préférences, leurs besoins, leurs priorités? Quelles sont les priorités qui sous-tendent la liberté effective de ne plus fumer? Quels sont les besoins fondamentaux? Et là, je vous livre une réflexion, c'est que peut-être, alors je suis obligée d'aller un peu plus vite, les priorités pour les scientifiques, les médecins, les soignants, etc., pourraient ne pas être celles des usagers. Et peut-être qu'il faut s'interroger sur ce qui compte pour les uns et les autres. Pour les scientifiques, c'est que les risques de la VAP ne sont pas connus à long terme, qu'elle reste addictive, c'est vrai, dans une certaine mesure, et qu'il faut d'abord utiliser les méthodes validées par la Haute Autorité de Santé. OK. Maintenant, ce qui compte pour l'usager, c'est plutôt « je veux réduire mes risques santé », donc la VAP est connue pour ça, et puis surtout, j'ai besoin, dans l'immédiat, jour après jour, de faire face à mes émotions, à mon stress, gérer mes repères, ma gestuelle, mes moments. J'ai une patiente comme ça qui me disait la cigarette, c'est la seule chose où je veux, j'obtiens. Et dans le monde actuel auquel on assiste, oui, 5 minutes, voilà, c'est d'autant plus prioritaire. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, mais vous lirez en même temps que moi. En fait, il faut, pour développer la réelle liberté de choix d'action, cela suppose l'octroi de ressources adéquates aux besoins. Et franchement, on n'y est pas. Et ce n'est pas ni de la faute des usagers, ni de la faute des soignants. Je vous livre cette réflexion. Là, il y a un problème dans l'organisation des soins, probablement, et des améliorations à faire à un niveau de proposition et de mise à disposition des capacités des soignants à aider leurs patients. Alors, oui, la liberté d'accéder et la VAP est en bonne position, mais tout de même,
Cette liberté est corollaire du développement de points de vue alternatifs. C'est-à-dire que le soignant, ce n'est pas se débarrasser du patient en disant « ben oui, la vape, ben allez-y, et puis c'est bon ». Non, non. Il faut peut-être discuter certaines choses. Et je vous montre, alors j'ai trois dias là, hein, je fais vite. J'en reviens aux besoins fondamentaux de l'usager. La réduction des risques santé. Eh bien, attention à la notion de réduction des risques si elle est mal comprise. La réduction des risques pour le tabac n'est pas la même que pour l'alcool. Oui, si on réduit les risques, si on réduit la quantité d'alcool, on va réduire ses risques. Si on réduit la quantité de tabac, ce n'est pas évident. La seule réduction du tabagisme n'engendre pas de bénéfices pour la santé. Je vous livre les chiffres, vous les avez là, je n'ai pas le temps de vous les commenter. Mais le gain santé potentiel est corollaire d'un usage exclusif de la vape et c'est absolument nécessaire de le rappeler. Il vaut mieux donc accroître le taux de nicotine plutôt que monter la puissance pour ressentir le hit dans la gorge, etc. Préférer les outils simples tels que celui de Rose, c'est parfait. Et puis, attention, do it yourself. Hein, être conscient du mésusage et aborder la question. C'est pas rien qu'on mette du PTC, pète ton crâne, dans les vapes ou que ça serve à autre chose ou de la cocaïne ou autre. Faire face au stress et aux difficultés, eh bien, parmi les bénéfices immédiats ressentis chez les consommateurs de tabac ou de vape, la détente physique induite par la nicotine. Alors, je crois que Rose en a parlé ce matin, ça a été aussi repris un peu par Philippe, sur cette question du souffle. Et puis, on en a parlé avec la méditation. C'est très important. Les mouvements du diaphragme, en fait, associés à l'inhalation, sont apaisants par eux-mêmes, car ils activent le parasympathique, auquel on peut ajouter le plaisir des goûts, l'oralité, la gestuelle sécurisante, le fait qu'on s'octroie, qu'on s'autorise quelque chose au moment où on le souhaite, et puis les échanges conviviaux, bien sûr. Depuis peu, après qu'un patient, il y a 3-4 mois, m'ait apporté le petit outil, qui est un collier de respiration qu'il a trouvé sur Google, ça s'appelle collier de respiration, et je vous conseille d'aller voir, ça coûte 3 €, il y en a de plusieurs formes, plus ou moins pincées, qui reproduisent la résistance d'une cigarette. Et c'est très intéressant parce que les gens se rendent compte qu'en fait, la clope, ou parfois même la vape, est un prétexte pour respirer et pour souffler. Ce qu'on sait moins, c'est que l'inhalation chronique de nicotine a un rôle dans la dérégulation des réponses au stress. Et donc, la cigarette électronique pourrait être impliquée dans le maintien de troubles dépressifs. C'est une question. En tout cas, on peut conseiller de ne pas vapoter plus souvent qu'avec le tabac et puis de garder une vigilance sur l'évolution clinique des troubles de l'humeur. J'ai bientôt fini avec le troisième et dernier besoin fondamental de l'usager, c'est gérer ses coaddictions dans la population en général qui l'utilise le plus. Et donc, je vous passe tout ça, vous arrivez à le lire, mais la vape, par ses modalités répétées d'auto-administration, contribue à la dérégulation du système dopaminergique. Donc, il pourrait y avoir favorisation de prise impulsive d'autres substances, particulièrement à l'adolescence. Et de ce fait, la vape pourrait contribuer au maintien des autres addictions. Ça a été démontré pour l'alcool. Bon. En tout cas, au contraire, pour d'autres soignants, et notamment de l'équipe CEID qui intervient dans notre hôpital, le gain d'estime de soi de l'usager ayant engagé le changement permettrait au contraire de renforcer son adhésion au parcours de soins. Donc, finalement, quelle attitude du soignant? Je mets toujours en vert, là. On peut conseiller d'adjoindre des patchs lors de l'usage de la vape et surtout d'accompagner le parcours pour gérer la pérennité d'usage et essayer d'envisager à terme, pour ceux qui le peuvent, de quitter également la vape. Alors, en fait, pour conclure, l'Agence pour le développement international chargée de l'aide humanitaire donne cette image que vous connaissez très bien et qui dit
qui fait écho à la différence entre l'égalité et la notion d'équité. C'est très important parce que l'équité en santé, c'est la chance équitable pour chacun d'atteindre son plein potentiel en matière de santé, et il n'est pas le même pour tous. Que pouvons-nous entendre par plein potentiel? C'est aussi une question qui se pose. Par autonomie, est-ce que la personne qui vapote depuis 10 ans est autonome ou pas? Par rapport à quoi? Par rapport à quel risque? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on entend par rétablissement, par rémission, par liberté? Voilà, c'est des questions qui peuvent se poser, et l'approche par les capacités peut nous permettre de renouveler notre regard sur la problématique tabac, basée sur les concepts de liberté réels, hein, mais avec un accompagnement qui soit adapté aux besoins des personnes fondamentaux. Et donc je conclus, là c'est vrai, avec le mot de Jean-Michel Delisle dans cette revue Repères. S'il y a un art d'accompagner, peut-être se trouve-t-il en sortant des sentiers battus, dans l'ouverture à la pensée de l'autre, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'un côté comme de l'autre, et dans la recherche d'un lien et d'une créativité commune où les attentes des uns peuvent rencontrer les savoirs et les données probantes des autres, et vice-versa. Voilà ce que je voulais dire.